un nouvel actif qui sort de nulle part et qui rentre dans aucune catégorie. Donc c'est incroyable, on a tout à créer, on doit toujours se remettre en question, toujours aller plus loin dans nos analyses. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, y a un vrai truc à faire, c'est passionnant, ça nous intéresse, on lance le cabinet, quoi. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. J'aimerais aujourd'hui, pour clôturer cette série, donc merci beaucoup à toi d'avoir participé. Je suis sûr qu'il y aura énormément de viewers qui apprécieront ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. À la limite, si on a des questions assez pertinentes, on fera un petit follow-up très rapidement par Skype ou enfin par Zoom, du coup, vu qu'aujourd'hui on dit Zoom. Ça peut être intéressant. J'aimerais, pour cette clôture, que tu me parles un petit peu plus de Orwell. Qu'est-ce que c'est cette société que vous avez créée? Pourquoi Orwell? C'est quoi votre vocation? Vous êtes spécialisé en droit numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné? Comment est-ce que tu as peut-être découvert les bitcoins? Et qu'est-ce que c'est tout cet univers que tu essaies de développer avec tes cofondateurs? Ouais, l'avocat, c'est un cabinet qui a été fondé il y a 3 ans. On est parti du constat qu'on était face à un secteur qui prenait de l'importance et qui se développait, hein, celui des cryptos, puisqu'on était vraiment à la fin de la bulle de 2017. À ce moment-là, on a vu qu'il y avait plein de boîtes qui se lançaient, plein de projets qui essayaient de se structurer et de se professionnaliser, donc qui commençaient à se préoccuper des aspects juridiques et fiscaux. En parallèle, c'est un sujet qui commençait, après la bulle justement, à intéresser de plus en plus les régulateurs. Et donc, on a eu plein de régimes qui ont été créés, le régime des PSAN, le régime des plus-values sur actifs numériques. Et donc, on avait vraiment un besoin d'accompagnement juridique dans ce secteur naissant. Moi, j'étais avec mon associé, donc William Aurore, avec qui j'étais en fait en école d'avocat et qui, sur les bancs de l'école, me parlait tous les jours de Bitcoin, quoi. On les connaît, ça. Voilà, exactement. Et donc, à force, je me suis intéressé au sujet. Et quand on a créé le cabinet, c'est parti en fait d'un premier dossier qu'on a fait voilà, de manière un peu fortuite. Lui avait une question juridique qui avait une portée fiscale. Et donc, il m'a appelé pour me dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse de bosser sur ce sujet? Et rapidement, moi qui étais fiscaliste, je me suis pris un peu au jeu parce que les cryptos, ça m'intéressait depuis qu'il m'en parlait. Voilà, j'avais fait aussi pas mal de recherches à ce sujet pour des raisons qui sont plus politiques d'ailleurs qu'économiques. Et quand on a fait ce premier dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un intérêt qui était purement juridique parce que c'est très rare pour un juriste de voir un nouvel actif qui sort de nulle part et qui rentre dans aucune catégorie. Donc c'est incroyable, on a tout à créer, on doit toujours se remettre en question, toujours aller plus loin dans nos analyses. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, y a un vrai truc à faire, c'est passionnant, ça nous intéresse, on lance le cabinet, quoi. Très bien. Tu parlais d'un petit peu de trucs politiques. Ça te passionne quand même la vie privée, l'importance, tout ce qui est la vision un petit peu cypherpunk, on parle assez régulièrement de Bitcoin, un petit peu cette décentralisation, cette non-gouvernance gouvernée par un algorithme, le fait que personne ne contrôle, tout le monde est un petit peu libre, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau. Enfin, c'est pas nouveau, mais c'est la première fois qu'on le voit à une si grande échelle. On a eu des exemples de protocoles pair à pair, mais réinventer la monnaie sans État, c'est un pari un petit peu fou. Beaucoup de gens me prennent personnellement pour des fous. Donc réussir à lancer un cabinet d'avocats spécialisé dans ça, beaucoup de gens vont me dire que c'est risqué, hein. Déjà sur la portée politique, effectivement, c'est des aspects, enfin la vie privée en ligne, c'est des aspects auxquels on est sensible au cabinet, hein, que ce soit William, Romain, notre troisième associé, ou moi. On est de la même génération, une génération qui a vu naître Internet, où on nous présentait Internet comme, en fait, au début quelque chose de dangereux et ensuite quelque chose de génial qui allait résoudre tous les problèmes, la tech for good, vraiment si tu as un problème, on a une start-up. Et ensuite, on a vu aussi les réseaux sociaux naître, grossir et apporter aussi leurs dérives. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette béatitude envers l'innovation. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le nom Orwell Avocat, par référence à l'auteur George Orwell et plus particulièrement à l'ouvrage 1984, pour vraiment dire qu'on a un cabinet dans le secteur du numérique, mais on a conscience que
que tout projet numérique n'est pas en fait forcément un bon projet. Et les cryptos, dans ce contexte, c'est quelque chose de très intéressant parce que il y a un aspect vraiment libérateur et il y a aussi l'aspect surveillance de masse parce que aujourd'hui, la plupart des blockchains publiques sont quelque chose qui va permettre d'échanger de la valeur hors de tout contrôle de l'État. Si demain on a des outils, alors techniquement je ne suis pas au niveau, mais si demain on a des outils qui permettent à l'État de désanonymiser les transactions ou la détention d'adresses, même s'il sera impossible de désanonymiser 100% des adresses, on pourra toujours se reposer sur les acteurs centralisés pour désanonymiser un certain nombre d'adresses. Si c'est le cas, on aurait quand même un outil de surveillance de masse qui serait aussi impressionnant. C'est rigolo que tu dises ça, je suis en train de développer une série justement sur pourquoi est-ce que Bitcoin va rater. Et mon premier épisode, j'ai fini le script, je vais bientôt shooter, c'est justement sur le fait que Bitcoin n'est finalement pas le cheval de Troie que nous on espère contre le gouvernement pour redonner la liberté, mais c'est l'inverse. Le fait qu'avec des NRUP, donc KYC dans toutes les institutions, le fait qu'il y ait du on-chain analyse, le fait que finalement tout soit traçable à l'infini, c'est l'outil parfait d'une monnaie numérique dirigée par l'État pour une surveillance de masse à bas coût. On leur a donné une arme de surveillance de masse impressionnante. Et c'est au peuple de faire l'effort de regagner ses libertés, parce que de base, Bitcoin donne le pouvoir à l'État pour tracer 100% des transactions, parce que c'est une base de données immuable. Et c'est quelque chose qui me percute de plus en plus, de se dire finalement, Bitcoin a été conçu pour du bien, tout comme Internet, mais c'est finalement les outils de notre propre destruction, et ça fait plutôt peur. Donc je te rejoins pas mal sur cette idée. Je sais qu'il y aura il y aura John Unchained, grand mixeur de samouraï, qui me dira mais non, la vie privée triomphera et on pourra toujours mixer. Mais je pense que ce sera une minorité. C'est une question d'hygiène aussi. Ouais, et la plupart, ça va être compliqué, je pense. Exactement. La plupart des gens vont utiliser des plateformes centralisées qui vont communiquer à terme spontanément les adresses publiques avec lesquelles ils interagissent. Noir et pas noir, un traçage automatique de toutes les Exactement. Et donc, comme aujourd'hui, c'est une minorité de gens qui font quand même attention à leurs données personnelles sur Internet. On essaie de sensibiliser, faites attention à vous. Voilà. Ce sera une minorité qui font attention à la confidentialité de leurs transactions, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on le voit bien, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, aujourd'hui, le régulateur impose l'utilisation d'outils d'analyse transactionnelle. Alors que ce n'est pas quelque chose dans la vie réelle qui est imposé. Là, ils imposent d'analyser tous les portefeuilles avec lesquels on interagit. Le leurre du cash digital, c'est un point incroyable parce qu'on dit que Bitcoin c'est du cash digital. Mais derrière, n'importe quel acteur vérifie toutes les transactions entrantes et sortantes et t'es tracé à l'infini. Donc tu rates une fois tes transactions, il pourra tracer ton historique. C'est pas simplement la transaction que maintenant je te donne 10 €, c'est d'où viennent ces 10 € et l'ensemble de mon paquet de 100 € en liasse de 10 et 100% de mon business illicite serait tombé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à double tranchant. Tout comme Internet, je pense que tu as raison, Bitcoin est à double tranchant. Mais à partir du moment où Bitcoin est cette base de données open source où tout le monde peut l'utiliser, elle sera utilisée pour le bien comme pour le mal. Exactement. Du coup, j'aimerais revenir sur ça. Quand tu as créé ton cabinet d'avocat, félicitations à toi, je pense que c'est bien d'entreprendre, évidemment. Est-ce que tu aurais un mot pour tous nos jeunes avocats sortant d'école, ceux qui veulent même se lancer dans le milieu d'avocat, nos avocats actuels? À quel point c'est faisable cette transition vers l'âge numérique? Est-ce qu'il faut apprendre à coder? C'est une question que j'ai souvent. Les smart contracts, c'est le futur, mais du coup, est-ce que tous les avocats doivent coder? Est-ce qu'ils ont encore un métier demain si tout est géré par le code? Un petit peu cette idée de désintermédiation, on va dire, du métier de notaire et d'avocat qui est inévitable grâce au blockchain, nanana. Qu'est-ce que ce serait ton message comme ça pour le futur? Je sais pas si vraiment un jour on sera remplacé par des robots. J'ai tendance à croire que non. Après, je suis d'accord que les nouvelles technologies vont permettre quand même de remplacer plein de tâches qui sont chronophages et qui ajoutent de la valeur pour personne, que ce soit pour l'avocat et pour le client. C'est-à-dire rédiger des contrats types, par exemple. Honnêtement, un avocat a peu de plus-value si ce n'est pas un contrat avec de grands enjeux. Par contre, aller négocier le contrat, indiquer un peu les risques associés, aller modifier une virgule pour changer le sens d'une phrase, pareil, tout l'aspect contentieux. Il y a quand même énormément d'aspects du droit qui doivent être faits par des humains en fait, parce que
parce qu'en fait, le droit, c'est des normes qui sont faites par des humains et donc elles doivent Pour être des appliquées par des humains et pour des humains, effectivement. Donc je ne pense pas que c'est possible de remplacer cette appréciation humaine et cette sensibilité humaine par des robots, mais effectivement, et c'est tant mieux, il y a plein de tâches qui vont pouvoir être automatisées. Et donc pour un jeune, je pense que je suis jeune d'ailleurs, donc ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de donner un conseil à un jeune, mais je pensais plus à quelqu'un qui sort du bac. Ouais. Du coup, je pense qu'il faut être déjà super curieux, quand même, sans nécessairement savoir coder. Je pense que de toute façon, ce serait bien qu'à terme tout le monde sache coder, enfin, qu'il soit enseigné à l'école, mais sans nécessairement le savoir, toujours être curieux. Par exemple, nous, on n'est pas des codeurs au cabinet. Par contre, on utilise tous les services de nos clients. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée un compte sur son service, on voit comment ça marche. Enfin, voilà, faut vraiment être curieux, faire la démarche de s'intéresser aux choses. Pour ceux qui aimeraient se lancer en tant qu'avocat, jeune avocat, je pense qu'il faut se lancer sur un secteur qui nous intéresse. Voilà, comme ça, on n'est pas déçu. Du coup, tu ne sais pas coder moi non plus. Est-ce que ce serait envisageable d'avoir justement un développeur dans un cabinet d'avocats pour vérifier ces smart contracts, un petit peu comme si finalement des clients voulaient... J'imagine en fait une société start-up qui propose une plateforme de smart contract un petit peu à la sauce de chaque utilisateur, et du coup derrière ils auraient une équipe juridique, une équipe d'assurance qui serait capable avec les développeurs de travailler ensemble pour vérifier tout ça. J'imagine comme des nouvelles pistes de business model, mais du coup par exemple avoir un développeur dans un cabinet de notaire, un cabinet d'avocat dans le futur, pour toi, oui, non, est-ce que ça restera quand même deux industries fort différentes? Qu'est-ce que c'est ton point de vue? Je sais pas. Après, nous, on est sur une logique vraiment d'avoir une structure light et vraiment très concentrée sur nos compétences, quoi. Donc, tout dépend. Pour les grosses structures, avoir des développeurs, ça justifie, je pense, pour développer des outils en interne, pour avoir une expertise en interne dans le cadre de dossiers. D'ailleurs, toutes les professions juridiques ont recours à des experts. Nous, quand on est sur des contentieux, on a recours à des experts. Des huissiers, quand on doit faire constater par huissier le contenu d'un ordinateur, l'huissier vient avec son expert aussi informatique. Enfin, voilà, on s'appuie toujours sur ces experts, mais ils ne sont pas chez nous. Donc, ce serait plus, si vous avez un dossier avec des smart contracts, ce serait avoir quelqu'un qui peut vérifier le code en externe. J'imagine un petit peu comme le métier d'un avocat codeur, enfin un avocat développeur. C'est quelque chose qui m'a toujours percuté quand je suis entré dans cette industrie. Je trouve que c'est bien, je trouve que ça peut être qu'un atout pour comprendre ce qu'on examine. Là, on a des contentieux en cours où on a besoin d'experts informatiques pour déterminer les responsabilités. Et sans les experts pour nous dire voilà ce qui s'est passé, est-ce que c'est normal qu'il y ait eu cette faille, est-ce que c'est normal que quelqu'un ait pu l'exploiter, on ne peut pas, nous, établir une faute. Et donc, on se fonde vraiment sur les expertises informatiques pour pouvoir développer une argumentation juridique et déterminer des responsabilités. D'accord, c'est passionnant. C'est vrai que du coup, j'avais pensé à ça par rapport au bug de la DAO pour Ethereum, en me disant, il y avait forcément, on a Fork depuis, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ethereum classique, Ethereum classique, mais celui que les gens utilisent, on va dire. Il y a eu un bug à un moment, donc ça veut dire qu'il y a un coupable, ça veut dire qu'il faut analyser le code, savoir qui a fait l'erreur dans ce code, finalement est-ce qu'il est coupable ou pas, est-ce que le smart contract avait été assez vérifié. Bref, tout ça pour dire que c'est une industrie quand même en plein boom, d'un point de vue tout, utilisateur, prix, importance dans notre vie de tous les jours, réussir à, comme on a notre peur, d'avoir du vrai cash digital, qui est quand même à la vocation même de Bitcoin, en termes de potentiel d'emploi, je trouve que c'est très intéressant. Moi, quand je vois la quantité d'offres d'emploi dans le milieu de la crypto et de Bitcoin, c'est impressionnant. C'est vraiment un secteur naissant. J'aimerais clôturer là-dessus pour dire que vraiment, en fait, Bitcoin, c'est encore très jeune. Ouais, on le voit à chaque fois. À chaque fois, on a l'impression qu'on a bien évolué et au final, on se rend compte qu'on n'est qu'au début. À la limite, pour conclure, moi j'ai envie de dire à tous les juristes qui sortent d'école aujourd'hui et qui s'intéressent au sujet, de ne pas hésiter à essayer de développer une expertise juridique parce qu'aujourd'hui, on n'est pas nombreux à bien connaître le sujet et à pouvoir accompagner des boîtes dans le secteur. Et on a besoin d'être beaucoup plus nombreux pour pouvoir échanger, pour pouvoir construire aussi un droit ensemble. Excellent. Alexandre, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à César, mon caméraman. J'espère que cette petite série vous a plu.
On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez la moindre question pour Alexandre, mettez-la dans les commentaires. Même si c'est pour lui dire bravo, merci, ça touchera toujours, ça fait toujours plaisir. Je te remercie encore une fois. Merci beaucoup, Rudy. Au revoir. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un pouce et partager, c'est comme ça qu'on peut aider. Vous pouvez également mettre la cloche pour ne louper aucune vidéo. Dans la dernière partie de cette série, nous allons faire un live avec Alexandre pour répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez le moindre doute, posez-la dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. La vidéo sera live dès que disponible. Merci à vous de tout continuer à soutenir mon projet, faire mon cours, c'est absolument fabuleux. À très bientôt, au revoir et à la semaine prochaine. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?